Ah, les présidents français, ces hommes, et espérons-le bientôt une femme, portent le poids d'une nation sur leurs épaules. Chaque président, dès son élection, se retrouve plongé dans un tourbillon d'attentes et de responsabilités. Ils doivent non seulement gouverner, mais aussi incarner l'esprit de la France. Une tâche monumentale qui exige une force de caractère exceptionnelle. De la grandeur du palais de l'Élysée à la pression constante du public, chaque geste est analysé, débattu et souvent moqué. Les médias scrutent chaque mouvement, chaque parole et même chaque silence. Les présidents doivent naviguer dans un océan de critiques et de louanges, tout en essayant de rester fidèles à leurs convictions et à leurs promesses électorales. Mais n'oublions pas, derrière les portraits officiels et les cérémonies rigides, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils ont des familles, des amis, des passions et des peurs. Ils rient, pleurent et parfois ils échouent. Leur humanité est souvent cachée derrière le protocole et les obligations, mais elle est bien réelle. Enfin, presque. Imaginez la pression. Être l'héritier de Charlemagne, le successeur de Napoléon, le gardien de la République française. Chaque président doit se mesurer à ces géants de l'histoire, tout en forgeant son propre chemin. Ils doivent honorer le passé tout en construisant l'avenir. Une tâche qui demande une vision claire et une détermination sans faille. C'est assez pour faire craquer n'importe qui pour le champagne et les croissants. Les moments de détente sont rares, mais précieux. Les présidents doivent trouver des moyens de se ressourcer, de se reconnecter avec eux-mêmes et avec ceux qu'ils aiment. Ces instants de répit sont essentiels pour maintenir leur équilibre et leur santé mentale. Mais pas de panique, chers amis. Je suis là pour vous guider à travers les triomphes et les tribulations de ces hommes qui ont osé diriger la France. Nous allons explorer leurs réussites éclatantes, leurs décisions controversées et les moments où ils ont dû faire face à des crises sans précédent. Chaque président a laissé une empreinte unique sur l'histoire de la France. Et nous allons découvrir comment. Nous allons découvrir leurs talents cachés, leurs gaffes embarrassantes et ces petites anecdotes que les livres d'histoire oublient souvent. Derrière chaque décision politique, il y a une histoire humaine, pleine de doutes, de rêves et parfois de maladresse. Ces moments de vulnérabilité nous rappellent que même les plus grands leaders sont imparfaits. Préparez-vous pour un voyage dans le temps, rempli d'intrigues, de scandales, et peut-être même de quelques fous rires en cours de route. Les scandales politiques, les controverses et les moments de tension ont souvent façonné la présidence française. Nous allons plonger dans ces événements dramatiques, comprendre leurs causes et leurs conséquences, et voir comment les présidents ont navigué à travers ces tempêtes. Après tout, que serait l'histoire sans un peu de potin? Les rumeurs et les commérages ont toujours fait partie de la vie politique. Ils ajoutent une dimension humaine à l'histoire, nous montrant que même les figures les plus puissantes ne sont pas à l'abri des murmures et des spéculations. Ces histoires, parfois drôles, parfois tragiques, nous offrent un aperçu unique de la vie des présidents. Alors, attachez vos ceintures, mes amis, alors que nous nous plongeons dans le monde fascinant et parfois déroutant des présidents français. Préparez-vous à être surpris, émus et peut-être même inspirés par les histoires de ces hommes qui ont façonné la France. Leur parcours est une source inépuisable de leçons et de réflexions, et nous allons les explorer ensemble, un chapitre à la fois. Notre premier protagoniste n'a pas besoin d'être présenté. Louis-Napoléon Bonaparte, une figure emblématique de l'histoire française, est souvent éclipsé par la grandeur de son oncle, Napoléon Bonaparte. Pourtant, son parcours est tout aussi fascinant et complexe. Le neveu du grand Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon, a clairement hérité de l'ambition familiale. Dès son plus jeune âge, il a été imprégné des idéaux et des aspirations de son oncle, ce qui l'a poussé à suivre une voie similaire de pouvoir et de leadership. Élu président en 1848, il ne perd pas de temps à organiser un coup d'État, se couronnant empereur Napoléon III en 1852. Ce coup d'État, bien que controversé, a démontré sa détermination et sa capacité à manipuler les événements en sa faveur. Il a utilisé son charisme et son intelligence politique pour consolider son pouvoir. On peut dire qu'il savait prendre le pouvoir. Son ascension rapide et son habileté à naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique française de l'époque sont des témoignages de son génie stratégique. Il a su captiver les masses et gagner leur soutien, même dans les moments les plus difficiles. Son règne a vu la modernisation de Paris sous le baron Haussmann, transformant la ville en le magnifique labyrinthe que nous connaissons aujourd'hui. Les larges boulevards, les parcs et les bâtiments emblématiques de Paris sont en grande partie le résultat de cette transformation. Haussmann, sous la direction de Napoléon III, a redéfini l'urbanisme moderne.
Il a également encouragé l'industrialisation et étendu l'influence française à l'étranger. Sous son règne, la France a connu une croissance économique significative, avec l'essor des usines et des infrastructures. De plus, son ambition impérialiste a conduit à l'expansion coloniale, renforçant la position de la France sur la scène mondiale. Cependant, son aventure mexicaine s'est soldée par un désastre, et sa défaite lors de la guerre franco-prussienne de 1870 a conduit à sa chute. L'intervention au Mexique, bien qu'ambitieuse, a été mal planifiée et a rencontré une résistance farouche. La guerre franco-prussienne, quant à elle, a été un coup fatal à son règne, marquant la fin de son empire et son exil. Maintenant, pour les petites anecdotes méconnues. Saviez-vous que Louis-Napoléon était un fervent défenseur de la réforme des prisons? En dépit de son image de leader autoritaire, il avait un côté humanitaire. Il croyait fermement en la réhabilitation des prisonniers et a plaidé pour des conditions de détention plus humaines. Il a même écrit un livre sur le sujet. Son ouvrage, bien que peu connu, est un témoignage de ses convictions profondes et de son désir de voir des réformes sociales significatives. Il a utilisé sa plume pour défendre des causes qui lui tenaient à cœur, montrant une facette plus douce de sa personnalité. Et voici une autre. Il était un peu une icône de la mode, popularisant le style de barbe Napoléon III. Son style distinctif a influencé la mode masculine de l'époque, et de nombreux hommes ont imité son apparence. Sa barbe, en particulier, est devenue un symbole de statut et de sophistication. On l'aime ou on le déteste, Louis-Napoléon reste une figure fascinante de l'histoire de France. Son héritage est complexe, mêlant succès et échec, grandeur et tragédie. Il a laissé une marque indélébile sur la France, et son influence se fait encore sentir aujourd'hui. C'était un homme de contradiction, un leader visionnaire assoiffé de pouvoir, un modernisateur hanté par l'héritage de son oncle. Sa vie et son règne sont un mélange de triomphes et de défaites, de rêves grandioses et de réalités brutales. En fin de compte, Louis-Napoléon Bonaparte est un rappel que l'histoire est souvent plus nuancée qu'il n'y paraît, et que les figures historiques sont rarement simplement bonnes ou mauvaises. Après le règne tumultueux de Napoléon III, la France avait besoin d'une main ferme. Le pays était en proie à des troubles politiques et sociaux, et la défaite face à la Prusse avait laissé des cicatrices profondes. La nation cherchait désespérément un leader capable de la guider vers la stabilité et la reconstruction. C'est là qu'entre en scène Adolphe Thiers, historien et homme politique qui a joué un rôle clé dans l'établissement de la Troisième République. Thiers, avec son expérience et sa connaissance approfondie de l'histoire française, semblait être l'homme idéal pour cette tâche monumentale. Il avait déjà une carrière impressionnante derrière lui, ayant été ministre sous plusieurs régimes et ayant écrit des ouvrages historiques influents. Bien qu'initialement hésitant à devenir président, il finit par accepter la responsabilité en 1871. Thiers n'était pas un homme avide de pouvoir. Il voyait la présidence comme un devoir, plutôt qu'un privilège. Son acceptation de ce rôle crucial était motivée par un profond sens du devoir envers la France et un désir de voir le pays se relever de ses épreuves. La principale réussite de Thiers fut sans aucun doute sa gestion de l'après-guerre franco-prussienne. La France était en ruine, économiquement et moralement. Thiers a dû naviguer dans un paysage politique fracturé, tout en s'assurant que les besoins immédiats de la nation étaient satisfaits. Il a travaillé sans relâche pour restaurer l'ordre et la confiance dans le gouvernement. Il a négocié les conditions de paix difficiles, réprimé le soulèvement de la Commune de Paris et supervisé le paiement de l'indemnité de guerre, permettant à la France de retrouver ses marques. La répression de la Commune de Paris, bien que controversée, était vue par Thiers comme une nécessité pour maintenir l'unité nationale. Il a également mis en place des réformes économiques pour stabiliser la monnaie et relancer l'industrie. Mais Thiers était un personnage complexe. Derrière son apparence de leader pragmatique se cachait un homme aux convictions profondes et parfois contradictoires. Il était à la fois un républicain par nécessité et un monarchiste par conviction. Malgré son rôle dans la fondation de la République, il était monarchiste de cœur. Thiers croyait fermement que la monarchie offrait une stabilité que la République ne pouvait pas garantir. Cependant, il était assez réaliste pour comprendre que la France de son époque n'était pas prête pour un retour à la monarchie. Il pensait que la France avait besoin d'un roi, mais il comprenait aussi que le pays n'était pas prêt pour un retour à la monarchie. Cette dualité dans ses croyances a souvent conduit à des tensions avec ses contemporains, mais elle a également montré sa capacité à s'adapter aux réalités politiques de son temps. Une anecdote peu connue sur Thiers, c'était un collectionneur d'art passionné.
En dehors de la politique, Thiers trouvait du réconfort et de l'inspiration dans l'art. Sa collection était l'une des plus impressionnantes de son époque, comprenant des œuvres de maîtres célèbres et de talents émergents. Il a amassé une vaste collection de peintures et de sculptures, qu'il a ensuite léguées à l'État français. Cette donation a enrichi le patrimoine culturel de la France et a permis à des générations de Français de découvrir et d'apprécier l'art. Thiers voyait dans l'art un moyen de transcender les divisions politiques et de rapprocher les gens. Autre détail intrigant, Thiers était notoirement petit, mesurant à peine 1,52 m. Sa petite taille ne l'a jamais empêché de se faire entendre et de s'imposer sur la scène politique. En fait, sa stature modeste était souvent un sujet de caricature, mais Thiers l'a toujours pris avec humour et dignité. Sa détermination et son intellect ont toujours surpassé sa taille physique, faisant de lui un géant dans l'histoire de la France.